Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Sceller la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre la France et les États-Unis. C'est le but de la visite d'État entamée ce mercredi à Washington par le président français Emmanuel Macron. On a tous intérêt à ce que le Burkina Faso reste debout pour toute la région. Déclaration de Luc Alade, ambassadeur de France au Burkina Faso. C'était à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre burkinabé. L'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022 s'est brisé ce mercredi pour la Tunisie. La victoire des Aigles de Carthage face à la France n'a pas suffi, les Australiens les ayant dévancés au classement grâce à un triomphe face au Danemark. Voilà pour les titres. On commence donc par cette coopération entre Paris et Washington. Le président français Emmanuel Macron a entamé aujourd'hui sa visite d'État de 3 jours ici aux États-Unis. Elle vise notamment à sceller la réconciliation franco-américaine après une grave crise diplomatique entre les deux proches alliés, malgré quelques remous autour du commerce. Jacques Aristide. C'est hier soir que le chef de l'État français et son épouse Brigitte Macron sont arrivés à Washington. USA, un moment pour célébrer l'amitié entre nos deux pays, un moment pour progresser ensemble dans une période de grands défis, a tweeté en anglais Emmanuel Macron. Il y a un peu plus d'1 an, la perte d'un méga contrat pour vendre des sous-marins à Canberra avait provoqué l'ire de Paris. Depuis, Washington a multiplié les gestes pour apaiser son allié. Le président français voyage avec une délégation de 50 personnes, dont 9 femmes. Y figurent des grands noms du monde de l'entreprise, mais aussi des ministres, des dirigeants de la French Tech que Paris veut promouvoir, ou encore l'écrivain américain Douglas Kennedy. Comme son prédécesseur républicain Donald Trump en 2018, le président démocrate Joe Biden a choisi son homologue français pour la première visite d'État de son mandat. Notre alliance est quelque chose qu'aucune autre nation au monde ne peut égaler. Dans le réseau des alliances américaines, la France est notre plus ancienne. Et si vous regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique et les tensions avec la Chine, la France est vraiment au centre de toutes ces choses. Et le président Macron a été un leader dynamique au sein du G7, en particulier en Europe. Le président a donc estimé que c'était précisément le pays le plus approprié pour débuter les visites d'État. Emmanuel Macron a démarré la tournée par des réunions de travail sur les thématiques spatiales avec la vice-présidente Kamala Harris au siège de la NASA, sur l'environnement avec des parlementaires américains et sur le nucléaire civil avec des acteurs de la filière. Rencontre également avec la communauté française après la traditionnelle cérémonie au cimetière national d'Arlington. Emmanuel et Brigitte Macron sont ensuite invités par Joe et Jill Biden dans un restaurant de la capitale fédérale pour un dîner privé, prélude à l'accueil à la Maison-Blanche demain. Jugeant le plan américain de soutien à la transition énergétique protectionniste, Paris a dit espérer obtenir des exemptions pour certaines industries européennes. Et pour une analyse de cette actualité, retrouvons tout de suite le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur du Lafayette Group. Il nous répond via Skype d'Annapolis dans le Maryland. Jean-François Seznec, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron est donc en visite d'État à Washington. On parle de réconciliation. Autant dire que les relations sous Trump n'étaient pas au beau fixe pendant son mandat. Qu'est-ce qui va changer selon vous avec Joe Biden? Je pense qu'effectivement l'atmosphère s'est beaucoup réchauffée. Je pense que le problème causé par les sous-marins australiens
est derrière nous et je pense que les États-Unis voient vraiment la France maintenant comme un État qui peut vraiment les aider dans la politique américaine en Europe. Je pense que la France a un rôle important à jouer et joue un rôle important dans la guerre en Ukraine et avec le support des Américains. Je pense aussi qu'il y a bien sûr des tensions sur le commerce comme toujours. Ça, c'est rien de neuf. Mais je pense qu'effectivement, les États-Unis vont essayer de faire passer la chose un peu plus facilement. Mais la guerre en Ukraine est, je pense, un des points les plus importants. Et la position de la France vis-à-vis de la Chine aussi va être très importante. Alors, vous le disiez, il y a un an, la perte d'un méga contrat pour la vente des sous-marins à Canberra avait provoqué la colère de Paris. Et la France semble accuser Washington de protectionnisme. Emmanuel Macron espère obtenir des exemptions pour certaines industries européennes. Y parviendra-t-il, à votre avis? Je pense qu'il y aura des exemptions, peut-être pas énormes, mais il y aura un effort fait par les Américains pour essayer de montrer que la coopération marche, effectivement. Mais vous savez, les problèmes de protectionnisme ne sont pas nouveaux parce que les Américains ont quand même de très bons arguments, comme quoi l'Europe est très protectionniste, avec surtout en ce qui concerne les réglementations phytosanitaires qui empêchent beaucoup de produits américains de se vendre en Europe. Donc il y a des possibilités de négociation très importantes. Ce qu'il y a, c'est que la France représente presque un petit peu le point de vue non seulement français, mais le point de vue européen. C'est beaucoup plus difficile pour la France c'est beaucoup plus difficile je m'excuse, j'ai mon chien. Allez-y, pas de quoi. C'est beaucoup plus difficile pour la France d'obtenir des compromis parce qu'ils doivent représenter tous les intérêts européens en même temps que les leurs. Mais effectivement, je pense qu'ils vont obtenir quelques avantages en ce qui concerne surtout les batteries, par exemple. Juste en quelques secondes, si vous pouvez, il y a des divergences, mais il y a aussi des points d'accord. Oui, je pense que sur l'Ukraine, la France et les États-Unis ont des petits désaccords sur la façon de traiter le président Poutine, mais la France va supporter très facilement et en position en profondeur, va supporter la position américaine en Ukraine. Voilà, merci beaucoup et désolé, on est très long, me dit-on à la régie. Professeur Jean-François Sénèque, merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Le processus censé mener à un retour des civils au pouvoir au Mali se déroule bien. C'est ce qu'a déclaré Goodluck Jonathan hier à Bamako. Nous sommes plutôt satisfaits de ce qui est en train de se passer. Le programme de la transition se déroule bien, a dit l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, actuellement médiateur et émissaire ouest-africain, après avoir rencontré des responsables maliens et le président de transition. Le colonel Assimi Goïta, il reste des problèmes dans quelques domaines, mais on nous a rassuré que ces problèmes ne vont pas affecter le programme de la transition, a ajouté Goodluck Jonathan. Au Burkina Faso, c'est une rencontre qui fait parler. L'ambassadeur français en poste à Ouagadougou a été reçu par le Premier ministre. Une rencontre des vérités selon le communiqué de la primature. Le diplomate français a rassuré que son pays ne quittera pas le Burkina Faso et qu'il reste engagé dans la lutte contre le terrorisme. Les forces spéciales françaises basées dans la capitale burkinabé resteront aussi en place. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. La rencontre entre le diplomate français à Ouagadougou et le Premier ministre est une première. Elle intervient quelques jours après des actes de vandalisme à l'ambassade de France dans la capitale burkinabé. Mais la France dit rester au Burkina, malgré tout. Moi, j'ai pas l'intention de rentrer chez moi trop vite, hein, peut-être pour les fêtes, mais pas de manière définitive en tout cas. Non. C'est vrai que les attaques qu'a subies notre ambassade notamment ont été traumatisantes. On va dire les choses comme elles sont. On ne peut pas prendre 3 heures, des cailloux, des pavés, des billes d'acier. J'étais à l'ambassade à ce moment-là sans être un peu choqué. Après, la France reste
tant que les autorités burkinabées le souhaiteront évidemment, reste un partenaire du Burkina Faso. C'est pas un motif de fierté particulier, je suis pas en train de monter sur un podium, mais on est le premier partenaire bilatéral au Burkina Faso. Et on a plus de 100 millions d'euros par an d'engagement, notamment à travers l'Agence française de développement. Donc on ne va pas abandonner tout cela parce qu'on a subi des attaques. Évidemment, si elles devaient se renouveler, ça commencera à devenir préoccupant, mais on compte sur la protection des autorités burkinabées pour éviter que ça ne se renouvelle. Sur la coopération militaire, les forces spéciales françaises basées à Ouagadougou, elles aussi resteront. Aujourd'hui même, le général qui commande les forces françaises du Sahel avait un entretien avec votre ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général des armées, pour justement faire le point sur la coopération militaire, la manière dont les autorités burkinabées souhaitent que nous la menions. Elle va évoluer, vous le savez. Barkhane, c'est fini. Nos forces spéciales resteront ici tant que les autorités burkinabées le souhaiteront, mais sous un format adapté. Plus restreint certainement, avec une plus grande imbrication avec les forces spéciales burkinabées. Donc tout ça est en discussion, en négociation. On répondra aux demandes évidemment des autorités burkinabées, mais bien sûr qu'on va continuer là aussi. On va continuer parce que c'est nécessaire. La réponse militaire est évidemment nécessaire mais pas suffisante pour éradiquer le terrorisme, mais elle est quand même nécessaire. Donc tant que les autorités burkinabées le souhaiteront et dans la mesure où elles le souhaiteront, on fera en sorte de pouvoir répondre. Dans un communiqué publié ce mercredi, la primature affirme que le Premier ministre burkinabé a eu un échange de vérité avec le diplomate français. Il n'a pas écarté un éventuel partenariat avec d'autres pays dans cette lutte contre le terrorisme, car, dit-il, le Burkina Faso cherche une bouée de sauvetage. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et en Côte d'Ivoire voisine, le procès de 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand-Bassam en 2016, le premier commis en Côte d'Ivoire qui avait fait 19 morts, tous des civils, dont des ressortissants européens, s'est ouvert ce mercredi à Abidjan. Sur les 18 accusés, seuls 4 en détention préventive étaient présents à l'ouverture en début d'après-midi devant le tribunal criminel d'Abidjan, les autres étant en fuite ou détenus au Mali. L'attentat de Grand-Bassam, revendiqué par Al-Qaïda, a illustré la crainte déjà présente en 2016 d'une extension de la violence djihadiste du Sahel aux pays du Golfe de Guinée. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dénoncé mercredi ce qu'il qualifie de frappe barbare menée par la Russie contre les infrastructures civiles en Ukraine. Ces bombardements contre des installations énergétiques affectent des millions d'Ukrainiens chaque jour. Au cours des dernières semaines, la Russie a bombardé plus d'un tiers du système énergétique de l'Ukraine, plongeant des millions de personnes dans le froid et le noir, a déploré M. Blinken à l'issue d'une réunion du G7 à Bucarest en Roumanie. 9 personnes sont mortes mardi en Ukraine dans des incendies domestiques causés par des bougies. Suivons Antony Blinken. Nous nous rencontrons à un moment critique alors que l'Ukraine continue de prendre de l'élan sur le champ de bataille. Le président Poutine a concentré sa colère et son feu sur la population civile de l'Ukraine. Au cours des dernières semaines, la Russie a bombardé plus d'un tiers du système énergétique ukrainien, plongeant des millions de personnes dans l'obscurité, alors que les températures glaciales s'installent. Chaleur, eau, électricité pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades, ce sont les nouvelles cibles du président Poutine. Il les frappe durement. Cette brutalisation du peuple ukrainien est barbare. Nous sommes conscients de la difficulté de l'hiver qui s'annonce. Nous connaissons le mode d'emploi du président Poutine, geler et affamer les Ukrainiens, les forcer à quitter leur maison, faire augmenter les coûts de l'énergie, de la nourriture et d'autres coûts domestiques, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, puis essayer de diviser notre coalition. Le président Poutine pense que s'il parvient à augmenter suffisamment les coûts, le monde abandonnera l'Ukraine. Le pays se débrouillera alors tout seul. Sa stratégie n'a pas fonctionné et ne fonctionnera pas. Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent.
les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables, les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Les Nigérians qui ont du mal à se payer les soins de santé se tournent vers une nouvelle initiative qui vise à leur offrir une assurance maladie. Collecter les déchets pour les échanger contre une couverture. Le projet est géré par SosoCare, une compagnie d'assurance spécialisée dans les technologies de la santé qui propose une assurance médicale à bas prix aux Nigérians pauvres en acceptant les déchets recyclables. C'est un récit de Jacques Aristide. Jérôme Goutor souffrait de maux d'estomac, mais comme beaucoup de Nigérians, l'homme de 32 ans n'avait pas assez d'argent pour aller chez le médecin. Puis le vendeur d'igname a entendu parler du programme lancé par SosoCare, déchets recyclables contre assurance maladie. Je ne suis pas venu ici avec un seul sou. C'est la vieille batterie et la voiture et les déchets plastiques que je leur ai donnés. Et ils m'ont donné le formulaire pour venir ici et faire le bilan de santé. Et vous pouvez voir qu'ils m'ont donné les médicaments. Donc, je suis très heureux. Les déchets, principalement en plastique, sont vendus à des entreprises de recyclage locales ou sont exportés. Nous nous sommes donc demandé comment utiliser un problème, celui du plastique qui pollue l'environnement, pour résoudre un autre problème, celui de l'accès à des soins de santé de qualité. Nous avons donc créé SosoCare pour permettre à des millions de personnes de financer leurs soins de santé, qu'elles aient ou non de l'argent liquide, en apportant des produits recyclables. Une batterie à usage unique livrée à SosoCare peut offrir une carte de santé d'1 an, alors que 3 kilos de ferraille et 4 à 5 kilos de déchets plastiques permettent une couverture d'1 mois. Quand ils se sont présentés à moi, j'étais intéressée et j'ai commencé à en parler à mes amis. Je ramasse dans les hôtels, parfois dans le parc ou le long de la rue pour rendre la rue propre. J'ai d'autres femmes que j'ai aussi amenées. Elles ont collecté, j'ai mesuré et je les ai payées. Elles les amènent à l'hôpital. Moi, j'ai pris ma carte, mais je ne suis pas allée à l'hôpital. D'après le cabinet d'études Statistica, des 200 millions de Nigérians, seulement 3% ont une assurance maladie, dont en majeure partie des fonctionnaires couverts par le plan national. Les établissements de santé gouvernementaux sont abordables pour de nombreux habitants, mais ils sont mal équipés, manquent de médicaments, d'équipements et de personnel. Les autorités n'ont pas commenté le programme de SosoCare. Jusqu'à présent, 7500 familles sont couvertes par le plan de SosoCare et qui opère actuellement dans 4 villes, mais entend s'étendre l'année prochaine. L'objectif de la compagnie est d'atteindre la moitié de la population du Nigeria au-delà des 5 ans à venir. L'une des choses que nous voulons faire est de changer le comportement du public en matière de recyclage, ainsi que le comportement du public en matière de confiance dans les produits d'assurance. Jusqu'à présent, 7500 familles sont couvertes par le plan de SosoCare, qui opère actuellement dans 4 villes, mais entend s'étendre l'année prochaine. L'objectif de la compagnie est d'atteindre la moitié de la population du Nigeria au-delà des 5 ans à venir. SosoCare indique avoir également reçu des demandes d'autres pays africains, mais aussi asiatiques, pour reproduire le projet.
Et c'est maintenant l'heure d'ouvrir notre rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Pour cela, Yacouba Ouedraogo nous a rejoint sur ce plateau. Vous excuserez sa voix, tellement il a été... Merci de m'excuser à ma place. Bonsoir. Et la Tunisie est le premier pays africain officiellement éliminé de la Coupe du Monde. Bonsoir John et bonsoir à tous. Merci d'ailleurs d'excuser ma voix. Malheureusement, la Tunisie n'emboîte pas le pas au Sénégal, obligé de s'imposer face à la France pour rester dans les calculs. Les Tunisiens l'ont fait, les Aigles de Carthage l'ont emporté 1-0, mais insuffisant car au même moment, l'Australie a battu le Danemark sur le même score et accompagne donc la France en huitième de finale. Avec 6 points, la France finit première du groupe D devant l'Australie grâce à la différence de but. Troisième avec 4 points, les Tunisiens sont out avec un bilan d'un match nul, une défaite et une victoire. L'Australie et la France connaîtront donc leurs adversaires des huitièmes de finale à l'issue des derniers matchs du groupe C en cours présentement donc entre la Pologne et l'Argentine en tête et entre l'Arabie Saoudite et le Mexique en embuscade derrière. C'est la mi-temps et le score est de 0-0 entre Polonais et Argentins. À noter ce pénalty est manqué par Lionel Messi. 0-0 également entre l'Arabie Saoudite et le Mexique. En attendant, nous connaissons les oppositions des premiers huitièmes de finale prévus un samedi 3 décembre après les matchs palpitants d'hier. Le Sénégal affrontera l'Angleterre qui a fini première de sa poule C. Après sa victoire contre le Pays de Galles, les Pays-Bas, premiers du groupe A, feront face aux États-Unis qui ont sorti l'Iran de la compétition après leur succès 1-0. Ce match États-Unis-Iran a été particulièrement suivi ici, en partie en raison bien sûr des tensions politiques entre les deux pays. Lionel Gaïma a recueilli quelques réactions après cette rencontre. Regardez. Needed that W. Il nous fallait cette victoire. Les Pays-Bas, nous venons pour vous. Vous êtes les prochains. Je ne sais pas ce qui se passe après, mais je crois en cette victoire. Cela n'a pas été facile, mais on a quand même obtenu la victoire. Et c'est tout ce qui compte. En route pour les huitièmes de finale. Allez les USA, c'était un grand match. Nous croyons en vous les gars. Continuez à faire du bon travail. C'était un match serré et c'était un peu tendu à la fin, mais les États-Unis ont réussi à s'en sortir. Je suis heureux qu'ils l'aient fait. Passons maintenant au huitième de finale. Bravo donc aux États-Unis. Yacouba, on le disait tout à l'heure, la Tunisie est out, mais l'Afrique garde quand même espoir. Le Maroc pourrait obtenir, peut-être pas, pourquoi pas, sa qualification pour les huitièmes de finale demain. Oui, John, tout à fait. Dans le groupe F, face au Canada, les Lions de l'Atlas n'ont besoin que d'un match nul pour voir le tour suivant. Dans l'autre rencontre, un nul suffira aussi à la Croatie pour éliminer la Belgique. Par contre, les Diables Rouges, troisième du mondial 2018, doivent absolument s'imposer pour se qualifier pour les huitièmes dans le groupe E. L'Espagne, première, et le Japon, deuxième, voudront conserver les places qualificatives dans un duel entre leaders de cette poule-là. Derrière, le Costa Rica et l'Allemagne qui s'affrontent conservent leur chance de qualification. On le sait, depuis hier, les Lions de la Teranga sont en huitième de finale de ce mondial Qatar 2022. Après le titre de champion d'Afrique décroché, rappelez-vous, en début d'année, si le Sénégal a attendu plus de 60 ans avant de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations, il est par contre le pays le plus titré du continent en football, bien sûr, de plage. Avec 7 titres à son actif, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer vient aussi de gagner la dernière CAN qui s'est tenue le mois dernier au Mozambique. Pour comprendre l'hégémonie du Sénégal sur le beach soccer africain, Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial à Dakar, s'est rendu sur une plage de la capitale sénégalaise. Il a rencontré quelques pratiquants. Reportage. Le Sénégal a une façade maritime longue de 700 km. Avec de moins en moins d'espace disponible pour jouer au football, c'est au bord de cette façade maritime, comme ici sur la plage de Diamalaye, dans la banlieue dakaroise, que beaucoup de jeunes viennent jouer au football. Cela a donné l'opportunité à beaucoup d'entre eux de se faire remarquer et d'être sélectionnés dans l'équipe nationale de beach soccer. Et pourtant, l'ultime rêve de la plupart de ces jeunes, c'est d'aller au-delà du beach soccer et de devenir footballeur professionnel et d'intégrer l'équipe nationale. C'est le cas de Hassan.
ça me permet d'être en forme. Puis je viens ici pour jouer au football. C'est mon rêve, quoi. Je le fais quand je vais à l'école, parce que je suis dans une centre de formation. Et quand je viens ici, je viens pour m'amuser, quoi. Mon rêve, c'est d'aller en équipe nationale. Non, équipe nationale, comme ça, ouais. Souleymane aussi espère devenir un grand footballeur professionnel. Il est d'ailleurs dans une école de football, mais il vient souvent à la plage pour pratiquer davantage et maintenir sa forme physique. Au Sénégal, beaucoup de personnes aiment le football. Moi, j'aime le football depuis 2010. Je pense toujours que je peux y réussir. Je suis même dans une école de football à Grand Yoff. Je m'entraîne là-bas mercredi, samedi et dimanche matin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas allé là-bas. Mon rêve, c'est d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Seulement, le football de plage n'est pas sans risque. Ici, il y a très peu de règles et beaucoup se retrouvent avec des blessures qui finissent par briser leur rêve de devenir footballeur professionnel. Ils ne sont pas des joueurs et ils viennent ici pour jouer avec la force. Ici, on est venu ici pour se balader, quoi. Pour juste jouer au foot. C'est juste notre rêve, quoi. Il faut juste faire attention, sinon ils vont te blesser. Nous, on est juste là pour nous échauffer, mais tout peut nous arriver. Je peux gagner une meilleure forme physique ici avec les entraînements, mais il y a un risque aussi. Si tu te blesses, personne ne va te soigner. Ils vont juste s'excuser, te demander pardon, juste comme ça. Le football est le sport roi au Sénégal. Le beach soccer permet à ceux qui rêvent de devenir professionnels et ceux qui viennent juste pour pratiquer une discipline qu'ils aiment de se retrouver ensemble sur la même aire de jeu. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Dakar. Voilà, John, vous comprendrez pourquoi les Brésiliens sont si forts en football, parce qu'ils jouent effectivement à la plage avant de se retrouver sur des gazons plats. Effectivement, Yacouba, et si vous le pouvez ce soir, achetez-vous une baguette française. Et pourquoi? Parce qu'on va terminer par la boulangerie, si vous le voulez bien. La baguette française figure donc désormais sur la liste du patrimoine culturel de l'ONU. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a inscrit le savoir-faire artisanal et la culture de la baguette française de Pendant sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Cette liste comprend déjà environ 600 traditions provenant de plus de 130 pays. Pour Dominique Enrac, président de la Confédération des boulangers de France, la baguette est un patrimoine vivant qui nous suit tout au long de la vie. La baguette est un symbole de la France dans le monde entier et constitue un élément central de l'alimentation française depuis au moins 100 ans. Bien que la consommation de baguettes ait diminué au cours des dernières décennies, la France fabrique encore environ 16 millions de baguettes par jour. Voilà, parmi lesquelles celles que je vais donc acheter ce soir et celle de Yacouba aussi. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais.